José Camoun, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci à vous de nous recevoir dans votre maison. Ensemble, nous allons parler de Philippe Roth. Vous avez été sa traductrice, donc on aimerait mieux connaître cet homme, cet auteur. C'est vrai que c'est une personnalité particulière et vous l'avez en plus bien connu. Donc, pour commencer, pourquoi vous et pas une autre pour ces traductions ? Ça s'est passé de manière tout à fait anodine en apparence. Un beau jour, Yannick Le Guillou, qui était l'éditeur de Philippe Roth chez Gallimard, m'a demandé si je voulais traduire son roman suivant. Je ne savais pas encore que c'était Pastorale américaine. Et donc, moi, ce que je connaissais de Roth, je connaissais Portnoy et son complexe. C'est pour vous dire que j'en savais pas grand-chose, que j'avais découvert quand j'avais une vingtaine d'années, jeune adulte. Donc je m'en vais chez moi avec cette liasse, assez curieuse quand même, je me demande bien ce qu'est devenu l'auteur, et je trouve ça absolument passionnant, et je dis oui. Et j'avais sous-estimé et la difficulté et le génie de cette œuvre. Oui. Mais ça a commencé comme ça. Oui, oui. Donc, vous devenez sa traductrice et là, vous commencez une relation avec lui professionnelle. Vous partez à New York régulièrement. Oui. Racontez-nous ces visites que vous lui avez faites. La première fois que j'ai vu Roth, c'était Aix-en-Provence, car c'était la dernière fois qu'il se déplaçait. C'est un homme qui n'aimait pas beaucoup se déplacer pour faire la promotion de ses livres, mais comme il était adulé en France, considéré comme absolument génial, Aix-en-Provence lui a fait un triomphe. Et dans les rues d'Aix-en-Provence, où je me suis rendue, il y avait des bannières qui flottaient partout, The Roth Explosion. Oui. Donc vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. Mm-hmm. Donc un restaurant avait été bien entendu retenu pour la circonstance, et on attendait le maître. Donc j'étais un petit peu tendu, on va dire, intimidé à l'avance, puisque je ne l'avais jamais vu, jamais croisé. Donc nous avons été présentés tout de suite. Il y avait la table d'honneur où il était censé déjeuner avec des mandarins et une journaliste du Monde. Et moi, en tant que traductrice, c'était quand même il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans de ça, j'ai été reléguée au fond de la salle avec une des épouses de mandarin. Mm-hmm. Donc, lorsque Roth a vu ça, il a traversé toute la salle de restaurant, il est venu jusqu'à ma hauteur, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Monsieur, c'est là que j'ai été placée, vous déjeunez à ma table. » Donc, je suis allée déjeuner à sa table, et il regarde le menu, et il y a pintade au navet. Il se tourne vers moi, il me dit « What's pintade ?» I think it's guinea hen, sir. Et là, il se tourne vers le maître d'hôtel et il lui dit « What's pintade ?» Et le maître d'hôtel le lui confie. Oui. Donc, j'ai fait ce geste d'essuyer la sueur sur mon front en me disant que j'avais failli finalement perdre mon emploi tout de suite si j'avais séché sur pintade. C'était un homme qui aimait vous traquer. Oui, il aimait vous chercher au sens agressif du terme, mais aussi au sens positif du terme. Il était chercheur. Incroyable, incroyable. Alors, donc vous avez travaillé avec lui. Oui. Comment travaillait-il ? Comment travaillait-il ? On parle beaucoup de sa rigueur. Racontez-nous sa journée type. Oui, quand je l'ai connu en tout cas, mais je pense que ça durait comme ça depuis très longtemps, il n'enseignait plus a priori, donc toute sa journée était consacrée à l'écriture. Il était enclin, je pense, à se lever de bonne heure, et quand il était à New York, et quand il était dans sa maison de campagne du Connecticut. Et il se levait tôt, mangeait un petit déjeuner normal probablement, et il se mettait au travail jusqu'au milieu de la journée, sans rien dire à personne. C'était quand il avait des gens chez lui à la campagne, ou une maîtresse ou une épouse, le deal, c'était aucun rapport social avant 4 heures de l'après-midi. Donc c'est très clair, hein. Avant 4 ou 5 heures de l'après-midi, il travaillait. Et vous aviez une place particulière, comme vous travailliez avec lui de manière proche. Oui. Vous deviez aussi attendre 4 heures de l'après-midi pour travailler avec lui ? Ah, pas du tout. Là, quand il avait terminé son roman, j'allais le voir à New York quand il avait terminé un roman, quand j'avais terminé de le traduire. Et donc, il me consacrait son temps. On dit qu'il travaillait et qu'il écrivait debout. C'est vrai ? Absolument. Alors moi, je ne l'ai pas vu écrire, mais je sais que c'est tout à fait vrai, car je l'ai fort peu vu assis. C'était un homme qui souffrait du dos, il avait des maux de dos graves et cruel, extrêmement douloureux. Et donc la position assise ne lui convenait pas, il la gardait assez peu. Donc il écrivait, semble-t-il, debout sur son écritoire. Mmh. Alors j'aimerais qu'on parle de lui et de son rapport à Israël. Il est un petit peu controversé, et son rapport justement à sa manière de voir la création de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'il vous en a dit et que pensait-il vraiment ?
Je pense que ce qu'il pensait vraiment était non seulement complexe, mais évolutif. Je crois qu'il faut tout replacer dans le contexte historique. Il est né en 1933. Ça veut dire qu'il grandit pendant la guerre et il est adolescent jeune homme dans l'après-guerre immédiat. Je pense que le choc de la Shoah, tout en étant évidemment énorme et colossal, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas descendu au sous-sol complètement. L'Amérique ne l'a pas absorbé complètement, ce choc-là. Donc on va voir se développer aux États-Unis l'image d'une littérature juive plutôt vertueuse, Exodus, vous voyez ce type qui va exalter les vertus des Juifs. Et ces Juifs vertueux, lui, ça va l'agacer un peu. Et donc, son propre rapport à la judaïté, cette fois, c'est qu'il va aller à la yeshiva et qu'il va faire sa bar mitzvah. Il va faire ça pour plaire à son père, pour satisfaire son père et son grand-père avant lui. Il va faire les choses. Et le lendemain matin, il va trouver son père et il va lui dire « Je ne suis pas croyant et pour moi, ces histoires-là, c'est fini ». Il est quand même pas vieux, vous voyez. 13 ans. Il a 13 ans. Donc il est très clair dans sa tête et il ne reviendra jamais sur ce point-là. D'ailleurs, lorsqu'il doit se marier un petit peu plus tard, sa femme n'est pas juive, elle veut se convertir, il ne veut pas. Il ne veut pas, mais elle se convertit quand même. Il ne veut pas, bien sûr, il trouve que c'est bouffon, parce que pour lui, être juif est aussi naturel que l'air qu'on respire. Ça ne se convertit pas, ça n'a pas de sens. Et quand il dit que être juif, c'est comme avoir 2 jambes et 2 bras, c'est-à-dire que pour lui, ça ne lui pose aucune question. Je veux dire, il le sait, il en est sûr, et pour autant, c'est pas quelque chose qui est relié au judaïsme à proprement parler. Donc, il va écrire des choses qui vont déranger la communauté juive. Il va écrire dans Goodbye Columbus, il va écrire Défenseur de la foi, Defender of Faith, qui est l'histoire de soldats qui, à l'armée, se déclarent religieux pour échapper à des corvées et en réalité ne sont pas plus religieux que d'autres, sont parfaitement hypocrites et c'est une combine, ils sont manipulateurs. Et donc la communauté juive trouve que il n'avait pas besoin d'écrire ça parce que va-t-on penser ? Donc il va dire qu'il n'est pas obligé de ne représenter que des juifs exemplaires. Et je pense que pour des raisons qui tiennent un peu au malentendu et un peu à sa complexion, on dirait espiègle, on va dire espiègle si vous voulez. Au début, ça se passe mal. Mais je pense qu'il y a une part de malentendu là-dedans, car ce n'est pas en soi le judaïsme, ce n'est pas en soi la religion, qui à la limite, je dirais, l'indiffère, mais qui ne dérange pas outre mesure non plus. Mais ce conformisme... Alors, il faut expliquer aussi autre chose. Il est la 2e génération de juifs nés aux États-Unis. Ses parents appartiennent à une petite classe moyenne en ascension. Comme la suite va le montrer, lui et son frère et ses cousins, ce sont des gens qui sont tout à fait prospères. Donc il se trouve en plein dans un conformisme qui n'est pas propre à la communauté juive, mais qui d'une certaine façon, à ses yeux, est exaspéré, accentué par le fait de vivre en communauté. C'est ça. Donc c'est contre ça qu'il va se battre, parce qu'il ne se sent pas du tout à l'aise avec l'idée d'épouser une gentille petite et d'avoir des enfants et une maison en banlieue avec le chien Rex et la voiture. Oui, alors il remet beaucoup de choses en question, c'est assez violent, mais est-ce que lui finalement a franchi le pas et a vécu d'une autre manière, une manière différente de celle qu'il aurait imaginée ? Ah oui, je crois qu'il a vraiment vécu d'une manière différente. Il y a eu un moment, par exemple, où il aurait pu épouser la ravissante Maxine Grovsky, qui apparaît dans Goodbye Columbus, qui était fille d'un entrepreneur prospère, qui habitait les beaux quartiers, etc. Mais l'idée de se trouver justement... pour lui, emprisonné dans le carcan de ces conventions, qui représentent les conventions des années 50, tout à fait. Pour lui, c'était pas possible. Oui, c'était peut-être un manque de liberté pour lui. Alors, j'aimerais qu'on parle de ses œuvres. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué ? Alors, j'ai redécouvert Roth, bien sûr, avec Pastorale américaine, et à partir de là, j'ai traduit 7 de ses livres. Pastorale américaine, bien sûr, la trilogie, c'est extrêmement fort, et c'est peut-être le sommet de sa carrière d'une certaine façon. Ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est la contre-vie
Alors, les faits et la contre-vie, on dirait que c'est une sorte de diptyque, vous voyez. On peut les mettre face à face. Parce que je pense que Roth devient Roth à la contre-vie. C'est un tournant. C'est dans un son tournant. écriture, dans sa vie, dans sa carrière. Dans son écriture et dans sa carrière, sans le moindre doute. Sans le moindre doute. C'est là que toute cette ambiguïté de Roth, qui est-il vraiment, est-il une chose ou son contraire, va prendre tout son essor. C'est vraiment l'apogée de cette théorie du « et si c'était le contraire ?» Voilà, la contre-vie. Donc prendre la vie de l'autre. Oui, prendre la vie. Qu'est-ce que c'est que le récit de notre vie ? Parce qu'après tout, il est passé lui-même par la psychanalyse. Il représente aussi des générations d'Américains qui vont tous en psychanalyse. Non seulement il y va lui-même, mais ses femmes, ses amis, enfin, tout le monde est en psychanalyse. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une psychanalyse ? C'est un récit de mieux vie. comprendre, c'est ça. Je vais vous raconter ma vie. Et comme on la raconte à longueur d'année, on la raconte chaque fois différemment. Vous voyez, en exergue, en épigraphe, au fait, il y a une citation de la contre-vie que je trouve à la fois très drôle et très profonde. À mesure qu'il parlait, je me disais, cette façon qu'ont les gens de réécrire l'histoire de leur vie, ces vies dont les gens font une histoire. Alors, inutile de dire que le romancier, c'est puissance 2, forcément. Et donc, dans la contre-vie, il imagine deux frères, l'un écrivain, Zuckerman Nathan, l'écrivain, et son frère Henri, et qui ont tous les deux une position différente par rapport à Israël. Donc l'un, le dentiste, Henri, fait tchouva, va en Israël, part en Israël, quitte femme et enfant, fait tchouva, part en Israël, dans l'idée de faire venir femme et enfant, mais sa femme ne veut absolument pas en entendre parler, bien sûr. Donc il s'en va dans une colonie et il vit la vie des colons juifs près d'Hébron. Et l'autre qui regarde ça avec énormément de perplexité, pour ne pas dire de scepticisme. Oui. Et donc Nathan, l'écrivain, s'envole. Et donc, il découvre à la fois ses vieux amis juifs libéraux de gauche, et il va découvrir aussi le leader d'une colonie, Mordecai Lippmann, qui lui, bien entendu, est quelqu'un qui est dans la force, l'autorité, il faut s'imposer, j'ai un flingue, et les Arabes me respectent. Et donc, le lecteur est renvoyé, il y a aussi d'autres choses dans la contre-vie, mais essentiellement il y a ça, le lecteur est renvoyé à ces deux trottoirs, si vous voulez, le trottoir d'en face, et si c'était le contraire. Voilà. Oui. Et ça, vraiment, ça a été quelque chose de marquant dans sa carrière. Oui, parce que ça reflète, je pense, Roth était quelqu'un qu'on a pu dire ambigu, bien sûr, parce que Roth n'était pas simpliste. Il était capable de voir toutes les nuances d'un problème. C'est ça. Et donc il lui était difficile, je pense, et même il ne souhaitait pas prendre une position une monolithique et permanente. Oui, en tout cas, lui, dans sa vie, il avait pris la décision de ne pas avoir d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Il avait pris la décision, finalement, de ne pas donner une fidélité à une femme ou à une autre. Il a toujours été frivole et il a toujours papillonné. Il s'est quand même marié 2 fois. Oui. C'était quand même une vie compliquée, une vie d'homme compliquée. Il aimait les femmes. Voilà, il aimait les femmes. Il avait un côté qui nous paraîtrait maintenant, bien entendu, c'est une autre époque, qui nous paraîtrait, on a pu le dire misogyne, ce que je ne crois pas du tout pour ma part, mais certainement libertin, certainement collectionneur, on peut le dire, en tout cas c'est factuel. Donc en tout cas, il ne voulait s'enchaîner à rien ni personne, sinon à son œuvre, précisément. Donc pour lui, l'œuvre devait passer avant tout. Alors, quand il est mort, comment vous avez appris la nouvelle ? J'ai appris la nouvelle par un coup de téléphone de France Inter, me disant « Philippe Roth vient de mourir cette nuit ». En tout cas, nous venons de l'apprendre. Et Nicolas Demorand voudrait que vous disiez un mot tout à l'heure, à 7h du matin ou 8h, je ne sais plus lequel des deux, mais c'était tôt. Un choc ? Un choc, oui. Alors, Roth était âgé et malade, mais du fait qu'il était âgé et malade, mais après tout ne mourait pas. Vous croyez qu'il était immortel ? Mais oui, j'ai pensé qu'il allait plus mourir du tout. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est comme ça, sommé de dire quelque chose sur un auteur qu'on a beaucoup traduit, connu et admiré. Et alors, j'ai cité quelque chose qui est dans La Tâche, que je trouve une phrase d'ailleurs tout à fait extraordinaire, qui est rien ne dure et pourtant rien ne passe. Et rien ne passe, justement parce que rien ne dure. Voilà, c'était pour moi son épitaphe en quelque sorte. Ouais. Quel est l'héritage aujourd'hui
de Philippe Roth en matière de littérature? Je pense que c'est assez complexe. Si on parle de l'héritage strictement littéraire, si vous voulez, qui pourrait être par rapport à la construction de la forme, Roth se rend compte, évidemment, que ces récits, cette vie dont on fait une histoire, je dirais c'est une supercherie d'une certaine manière. C'est l'arnaque de la littérature. Philippe Roth, ce qui nous restera de lui, me semble être aussi... c'est un homme, en tant qu'homme pour le coup, obsédé de l'ordre. C'est un maniaque de l'ordre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le désordre, il ne l'aime que lorsque c'est lui qui le crée, Oui. et encore dans des conditions particulières, bien encadrées. Donc, il va nous montrer l'individu, le personnage, dans les turbulences de l'histoire contemporaine, parce que c'est ça sa grande affaire, c'est l'histoire contemporaine. Donc, si vous voulez, c'est chaque fois le personnage qui est bousculé par l'histoire et qui essaie de comprendre ce qui lui arrive. Donc, je pense que c'est un témoignage fabuleux, sociétal et social, historique, considérable. Après, il est clair que maintenant, avec la montée des mouvements féministes, que je vais appeler woke pour aller vite, mais c'est inadéquat, mais je vais les appeler comme ça pour aller vite, on va réévaluer Philippe Roth. Et on va dire, mais enfin, quelles sont les positions de Roth vis-à-vis des minorités, et singulièrement, naturellement, les minorités féminines. Il ne faut pas justement l'extraire de la temporalité. Il ne faut pas l'extraire, bien sûr que non. Il ne faut pas l'extraire, mais il ne faut pas le dédouaner. Et d'autre part, dans sa vraie vie, peut-être a-t-il effectivement eu beaucoup de maîtresses, mais on peut constater une chose, il a toujours encouragé ses partenaires à poursuivre des études, à faire carrière, à écrire lorsqu'elles étaient écrivaines. Jamais il ne les a tenues en lisière. Oui. Donc ça, si vous voulez, pour moi, et il faisait remarquer aussi, c'est assez drôle, que toutes les personnes de confiance dans son entourage, c'est-à-dire ses avocates, ses éditrices, ses relecteurs, c'était des femmes. Oui. Donc quelqu'un qui est misogyne au sens qu'il aurait, par exemple, un certain mépris des femmes, non. Il n'a pas finalement donné la recette du best-seller ? Sûrement pas. Et d'ailleurs, il était loin de la posséder lui-même. Il était très anxieux vis-à-vis des critiques qui sont toujours, je pense, extrêmement puissants aux États-Unis, si bien que lorsqu'il sortait un livre, comme il savait que de toute manière il y aurait polémique, il allait essayer de s'isoler au fin fond de la campagne ou de partir en voyage. C'est à ce point, ça l'angoissait absolument. Donc il était loin d'avoir la recette du best-seller, non, loin de là. Mais, donc il était toujours dans le doute. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un vrai artiste. C'est un vrai artiste. Un jour, je lui dis, après La Tâche, justement, dont je considère la fin comme... les débuts de Roth sont parfois un petit peu laborieux, et ses fins sont triomphales. Donc la fin de La Tâche est absolument triomphale. Et je lui dis, how did you feel when you finished? Qu'est-ce que vous avez éprouvé en mettant le point final à ce roman? Et il me dit, j'étais triomphant. Ah bon, je lui dis. Mais alors, 3 days, 3 jours. Et après, les doutes reviennent, évidemment. Bon, en tous les cas, il avait l'air quand même exceptionnel. Je pense que vous avez dû quand même passer des bons moments. C'est rare de rencontrer un homme de cette qualité. Alors, des bons moments, déjà, je ne savais pas, lorsque je suis partie pour la première fois à New York, je ne savais pas que c'était en fait un spécialiste du stand-up, mais au sens strict, puisqu'il travaillait debout, oui. Mais c'était un comique. Je sortais de chez lui avec des courbatures aux pommettes. Incroyable. Je ne savais pas ça. Il faisait des blagues tout le temps. Tout le temps. Il était extrêmement drôle, mais aussi... un homme d'une intelligence incroyable. Voilà, un homme d'une humanité, d'une intelligence, d'une connaissance du cœur humain, on va dire, de ce que c'est que... De l'âme humaine. Voilà, de ce que c'est qu'être humain, oui, phénoménal. Je crois qu'il aurait pu dire, comme d'autres l'ont dit avant lui, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Oui. À un moment donné, par exemple, il décrit dans La Tâche une jeune universitaire qui va passer un entretien d'embauche pour un poste avec le doyen de l'université. Il raconte par le menu comment elle s'habille, pourquoi elle s'habille comme ça, ce qu'elle pense, ce qu'elle a l'intention de dire et comment. Et je l'ai regardé et je lui dis, mais comment savez-vous ça ?
comment pouvez-vous savoir ça? Il s'agit d'une jeune Française par-dessus le marché, il s'agit d'une Normalienne. Il sourit, il hausse les épaules, il le sait. Il a écouté les femmes. Oui. C'est ça. Il a écouté les gens. C'est ça. Toute sa vie, il a écouté les gens. Merci beaucoup, José Merci à Camoun, vous. de nous avoir fait mieux connaître ce personnage incroyable, Philippe Roth. Merci.